pour apprécier la vie, il faut être payé de manière décente. Et pour s'intéresser à des problèmes environnementaux, il faut, dans la pyramide de Maslow, avoir un petit peu passé l'étape de se dire comment je fais pour manger et comment je fais pour avoir un toit au-dessus de la tête. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jacques Barrault. Fondateur de Grain de Sail, Jacques fait partie de ces entrepreneurs qui savent associer audace et pragmatisme. Il y a 10 ans, est née l'idée de développer un voilier cargo pour le transport de marchandises. Un vieux gréement des temps modernes, certes décarboné, mais aussi efficace. Nous allons le voir. Jacques fait également partie de ces entrepreneurs qui inspirent et qui montrent que oui, un nouveau modèle d'entreprise durable est possible. En agissant à son échelle, Jacques permet d'ouvrir de nouvelles voies pour une consommation plus responsable. En clair, consommer moins, mais consommer mieux. Aujourd'hui, nous sommes avec Jacques Barrault. Jacques, nous allons commencer très simplement. Pourrais-tu débuter par te présenter, nous dire qui tu es ? Et donc Jacques Barrault, ça c'est correct. Je suis le cofondateur de Grain de Sail avec mon frère Olivier, mon frère jumeau, Olivier Barrault pour le coup. Et donc ça fait maintenant 10 ans que l'activité de Grain de Sail a démarré. Et le temps passe vite, effectivement. Alors, Grain de Sail, c'est une entreprise que tu as fondée avec ton frère. Peux-tu nous en dire 2 mots ? Alors l'idée même vient d'Olivier qui en 2010 réfléchissait à un moyen de décarboner le transport maritime, qui en a bien besoin. C'est quand même à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et même aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé mieux finalement que des mâts et des voiles pour pouvoir pousser un navire sans énergie fossile. Donc on en est vite venu à cette notion de voilier cargo. Sauf que finalement, donc venant du maritime, je le précise, cette idée de Grain de Sail a aussi été possible parce qu'on a travaillé, moi et mon frère, pendant à peu près 10 ans au développement des énergies marines renouvelables, et notamment le parc de Saint-Nazaire, le parc éolien offshore de Saint-Nazaire, qui est actuellement opérationnel. Et donc cette volonté de décarboner le transport et donc de devenir armateur nécessite derrière de savoir comment on va être capable de charger le navire, donc d'affréter finalement le navire pour générer du chiffre d'affaires et pouvoir financer le navire lui-même. Et là, on s'est dit, plutôt que d'imaginer d'hypothétiques contrats avec des chargeurs externes, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de devenir notre propre chargeur en développant une activité de torréfaction de café et de fabrication de chocolat, de manière à charger nous-mêmes le navire avec nos propres matières premières, qui, comme par hasard, viendrait de l'autre côté de l'Atlantique, donc si possible en Amérique latine, de manière aussi à créer le prétexte de finalement faire des transats. Et donc cette espèce de raisonnement de base, c'est ce qui a permis de poser un peu les bases de Grain de Sail. Donc à vouloir faire un navire bas carbone, on en est venu à devoir faire du café et du chocolat, alors que, il faut quand même le préciser, on n'y connaissait absolument rien dans le café et dans le chocolat. On venait du maritime, mais c'était tout. Donc il a fallu du coup se creuser un petit peu la tête et on en est vite venu à la nécessité de faire venir des spécialistes finalement pour nous expliquer concrètement comment on était capable de sortir de très bons cafés et de très bons chocolats. Parce que c'était comme la seule chose qu'on avait compris, c'était dit dans le doute, même si on ne connaissait rien, il vaut mieux sortir de très bons produits, au moins on sera capable de bien les vendre et donc derrière pouvoir à terme financer notre navire. Donc voilà la séquence, l'idée 2010. 2013, on commence à devenir torréfacteur. J'étais même pas d'ailleurs dans la boucle opérationnelle à ce moment-là, ça a commencé tout gentiment. Et arrivé en 2015, c'est là où on s'est dit, bon allez c'est bon, maintenant on attaque le chocolat, qui est un sujet beaucoup plus compliqué que le café. Et d'ailleurs, la première tablette en rayon est sortie 1 an plus tard, le 11 juillet 2016 précisément, je me souviens encore. Donc on a mis à peu près 1 an à concevoir l'intégralité du site de production, de choisir les recettes et de sortir la fameuse première tablette Grain de Sail. La marque Grain de Sail d'ailleurs a été également trouvée pour les chocolats.
parce que les cafés s'appelaient historiquement les cafés de la baie, torréfaction de la baie, pardon. Et donc, c'est devenu la marque Grand Sail à partir de l'année 2016. Et donc, le chiffre d'affaires a évolué assez rapidement, et c'est à partir de fin 2018 où on était du coup financièrement en capacité d'affréter notre propre navire et donc d'en lancer la construction. Et ce navire, le premier navire, Grand Sail, qui faisait 24 mètres de long, qui en fait toujours d'ailleurs, 24 mètres de long et qui a une capacité d'emport de 50 tonnes, on a commencé à l'opérer à partir de novembre 2020. Donc c'est là où l'aventure maritime de Grand Sail a commencé finalement. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et depuis, on a fait, je sais plus de 10 transats. C'est un navire qui est très sollicité, évidemment. Et donc, sachant que c'était un navire qui était, dont les cales étaient totalement remplies, notamment de cacao, puisque c'était le besoin principal pour nous, en venant des Caraïbes, et qu'on voulait évidemment pas que le navire reparte à vide entre Saint-Malo et les États-Unis, notamment, on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va exporter des vins bio vers New York. Et c'est là où cette idée qui était finalement assez logique, c'est ce qu'on a commencé à faire dès novembre 2020. Et donc on voit que petit à petit, le schéma logistique s'est construit, donc toujours autour de Saint-Malo, qui est devenu notre port d'attache, avec de l'export de vin pour commencer. Donc le navire quitte Saint-Malo, arrive quelques semaines plus tard à New York. On livre nos vins. Le navire après descend dans la zone Caraïbe. Donc on a commencé par la République dominicaine et maintenant on est plutôt en Guadeloupe, où en fait on y charge nos matières premières, parce qu'on a créé des hubs logistiques finalement tout en bas. Et après, donc ces cacao et bientôt les cafés verts avec Rincel 2 sont réenvoyés donc, en Bretagne pour y être transformés. Alors, les marins auront remarqué du coup que la boucle se fait un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on on ne part pas vers le sud pour revenir après faire du New York-Saint-Malo. On fait au contraire du Saint-Malo-New York, donc qui est un parcours un peu étonnant, mais qui se déroule très bien, grâce aux routeurs notamment. Et après, on descend plein sud en étant, on va dire, un petit peu vent dans le nez. Donc, on fait beaucoup de près en descendant, mais c'est pareil, les routeurs nous aident bien là-dessus, pour descendre dans la zone Caraïbe. Et puis après, remonter des Caraïbes à la Bretagne. Donc, c'est un parcours qui se fait un petit peu dans le sens inverse de ce qu'on fait habituellement, mais qui se déroule très bien. D'accord, donc là, Grand Sail, c'est une entreprise donc, qui a à peu près une dizaine d'années. Du moins, l'idée a émergé il y a une dizaine d'années. Maintenant, c'est 60 salariés. Il y a un nouveau bateau qui a été en construction et qui devrait normalement être effectif dans les prochaines semaines. Ouais. Où sera Grand Sail, là, à horizon 2030, par exemple? En 2030, c'est difficile de planifier exactement ce qu'on fera, mais l'idée, elle est quand même bien de développer à la fois l'activité agroalimentaire, donc de continuer à développer le marché sur les cafés et les chocolats notamment, mais également le rhum bientôt, peut-être les huiles d'olive, et puis les vins évidemment vers les États-Unis. Et parallèlement, de rajouter des navires pour que la logistique maritime bas carbone devienne quelque chose d'extrêmement efficace, et notamment en augmentant les fréquences de départ à partir de Saint-Malo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un seul navire 50 mètres, on est capable de faire une rotation en un petit peu moins de 2 mois, ce qui signifie que les départs à partir de Saint-Malo se font donc une fois tous les 2 mois. Or, pour un logisticien, avoir un départ tous les 2 mois, c'est pas suffisant. D'où l'idée de rajouter 3 navires supplémentaires, de manière à ce qu'avec 4 navires en tout, 4 navires 50 mètres, on puisse avoir un départ tous les 15 jours. Et pour un logisticien, là pour le coup, un départ toutes les 2 semaines, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant sur un plan purement logistique. Donc là, on s'aperçoit que la problématique environnementale et de décarbonation du transport est au cœur de Grand Sail. Ouais. D'où te vient cette volonté de t'impliquer dans cette thématique? À partir de quel moment c'est venu? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors, il n'y a pas eu un déclic à un instant T, on va dire. Il se fait que nos parents, moi et Olivier, et même mon frère Gwendal, parce qu'il y a un troisième, mais qui n'est pas dans la manip, mais bon, il faut quand même le citer. Nos parents déjà consommaient des produits bio dans les années 70, 80 et après, donc on était un petit peu sensibilisés quand même à ces concepts d'un meilleur respect, on va dire, de l'environnement et de la santé humaine. Il se fait que petit à petit, on s'est aussi intéressé à l'éolien offshore, donc à la notion d'énergie renouvelable. Et donc tout ça, petit à petit, nous a inculqué cette culture visant finalement à mieux respecter cette planète qui peut paraître énorme à l'échelle humaine, mais qui en fait est très petite et très fragile à l'échelle du cosmos.
Et donc, oui, naturellement, on s'est posé de plus en plus de questions sur la manière de réduire la pression qu'on exerce sur l'environnement par le simple fait d'être sur Terre, quoi. Et c'est là où on en vient petit à petit à essayer de réfléchir à des solutions efficaces et pas uniquement sur les gaz à effet de serre, hein, ça va hélas bien au-delà, pour essayer que la planète nous supporte un petit peu plus que ce qu'on a fait au fil des décennies à coup de croissance du PIB. Euh, le PIB est un indicateur qui a été inventé dans la crise de 29, qui est un indicateur qui mesure les flux économiques au sein d'un pays, hein, les flux de matière, etc. Et c'est devenu l'indicateur de base d'une espèce de croissance qui était à l'époque imaginée comme potentiellement infinie. Une fois de plus, parce qu'à l'échelle humaine, la Terre peut paraître très grande. Et les océans également. Quand on regarde l'horizon d'un océan, on se dit, ouais, c'est bon, l'océan est capable d'encaisser beaucoup, c'est énorme, il y a énormément de volume, donc on peut y aller, quoi. On peut polluer, c'est pas grave, ce sera dissous, ce sera dilué. Mais en fait, non. La planète est beaucoup plus fragile que ce qu'on imagine. Et donc, petit à petit, la stratégie de grain de sale a fini par se caler sur ce qu'on appelle la théorie du donut. Parce que c'est un diagramme qui ressemble à un donut. Et c'est en fait une théorie qui englobe à la fois les 9 limites planétaires. Donc je rappelle que sur ces 9 limites, il n'y en a qu'une seule qui concerne les gaz à effet de serre. Donc ça signifie qu'il y en a quand même 8 autres qu'il faut également savoir intégrer et donc adresser. Donc cette théorie du donut intègre les 9 limites planétaires, mais aussi cette notion d'équité sociale, qui est également nécessaire, évidemment. Chaque humain sur Terre devrait logiquement bénéficier d'une certaine équité sociale qui vise à simplement vivre dans des conditions décentes, bénéficier d'une bonne éducation, d'un bon système de santé, etc., etc. Et ce que dit en fait cette théorie du donut, c'est que par le simple fait d'être sur Terre et de bénéficier d'une certaine équité sociale, ça génère une pression minimum sur l'environnement, ce qui est tout à fait logique. Imaginons, prenons l'exemple de l'éducation, le simple fait de construire une école, c'est évidemment quelque chose de très positif, mais ça génère une pression sur l'environnement. Mais voilà, si cette pression est raisonnable, ça se passe très bien. Le seul problème, c'est qu'à force de vouloir de la croissance du PIB, ce fameux indicateur né en 1929, et bien finalement, les limites planétaires ont largement dépassé le maximum. Et c'est là où on est en difficulté aujourd'hui, c'est que sur ces 9 limites planétaires, il y en a 6 qui ont été dépassées, dont les gaz à effet de serre, mais pas que. La biodiversité s'est fait totalement exploser, la pollution de l'air, de l'eau, enfin les aérosols, etc., tout a été mis à l'envers. Il y en a une qui va de mieux en mieux, c'est la couche d'ozone, qui en toute logique devrait être à peu près résorbée d'ici 2050. Mais sinon, voilà l'état de la planète aujourd'hui. Non seulement on a 6 limites qui ont été dépassées sur 9, mais en plus, ça s'est même pas fait au profit d'une équité sociale correcte à l'échelle de tous les pays. Évidemment, en France, on est quand même plutôt bien lotis, mais sur l'ensemble des pays, c'est pas trop ça. Et ce qu'on dit aussi, c'est que finalement, l'énergie la moins émettrice, c'est finalement celle qu'on consomme pas. C'est celle qu'on ne consomme pas. À partir de ce moment-là, quel est le but de Grain de Sale? Parce que Grain de Sale, finalement, s'ajoute à la mondialisation actuelle. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est de faire changer les mentalités du consommateur et aussi des autres entreprises? Et est-ce qu'on peut se contenter d'une simple modification des entreprises, ou est-ce qu'il ne faudrait pas provoquer une transformation profonde de ces entreprises dans leur modèle, dans leur façon de fonctionner? Alors, il faut effectivement que la transformation soit profonde. C'est pas quelque chose qui doit être géré de manière un peu distante et en surface, hein, sinon ça n'a aucun sens. Et notamment quand on regarde les fameuses limites planétaires. Et par ailleurs, on se rend compte qu'à l'échelle planétaire, la fameuse équité sociale qui devrait être un petit peu la norme est plutôt l'exception. Et du coup, chez Grain de Sale, c'est ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il est aujourd'hui possible de développer des entreprises qui respectent à la fois mieux l'ensemble des limites planétaires, tout en ayant une bonne équité sociale. Alors c'est à la fois auprès de nos équipes, mais aussi au niveau de nos producteurs, les producteurs qui produisent les cafés verts, les cacao. Et alors, quelques exemples sur Grain de Sale. Les salaires minimums chez Grain de Sale sont à plus 18% au-dessus du SMIC. Les salaires maximum, le mien compris, je tiens à le préciser, c'est un facteur 3 maximum.
On a créé Grain de Sel Participation, qui permet à tous les salariés, je dis bien tous, de pouvoir acheter des actions et devenir actionnaire de la holding Grain de Sel. On ne se verse jamais de dividendes. Tous les bénéfices de l'entreprise sont systématiquement réinjectés pour le projet. On travaille avec les aides déjeuner dehors, qui est une structure qui permet à des ouvriers en situation de handicap de pouvoir travailler. Et donc là, ils sont en ce moment chez nous, dans la chocolaterie, et nous aident depuis des années à produire les tablettes. Et c'est un vrai succès, et je tiens à le dire, en tant que chef d'entreprise, ça fonctionne. C'est pas du tout artificiel. Ils nous aident à produire les tablettes, et ils nous aident également à produire les gammes secondaires qu'on va produire pour Noël et Pâques, par exemple. Donc, vous voyez, on est vraiment sur des choses très factuelles. Sur le plan environnemental, ici, on fait beaucoup d'économies sur l'eau. On a un parc photovoltaïque en toiture qui fait 230 kW au-dessus de au-dessus de la chocolaterie. On a une qualité d'isolation dans le bâtiment qui est juste excellente. Pour le navire Grain de Sel 2, navire évidemment bas carbone avec ses voiles et son gréement au sens large. Mais pas que, ça c'est pour la propulsion. On a aussi pour la production de ce qu'on appelle en maritime l'hotel load, c'est-à-dire qui est l'énergie qui est dépensée par le navire en dehors de sa propulsion. En clair, tout ce qui permet d'alimenter l'électronique de bord, tout ce qui permet d'alimenter la climatisation, par exemple, de la cale, ou ce genre de choses, l'éclairage, la cuisine, ou ce genre de choses. C'est également produit à base de renouvelables, avec du photovoltaïque et 2 systèmes d'hydrogénération extrêmement performants, qui sont des hélices, mais qui fonctionnent en mode génération d'énergie. L'isolation, évidemment, du navire a été très poussée. On bénéficie alors pour ceux qui connaissent un peu le bâtiment, d'une VMC double flux sur un navire, ce qui est quand même quelque chose de pas fréquent. Pour le chauffage en conditions hivernales, notamment sur la côte Est, quand on approche des États-Unis en plein hiver, on a un poêle à granulés. On n'a surtout pas fait de chauffage au mazout, évidemment, ça n'aurait pas de sens. Donc on voit que des solutions technologiques existent, c'est simplement une modification dans nos manières de concevoir les choses qui rendent ça possible. Franchement, il n'y a pas de haute technologie sur ce navire, on a simplement utilisé ce qui existait. Le fameux poêle à granulés, un poêle à pellet, qui est mis dans le navire, alors qui est très moderne, il est tout à fait adapté. Il est sur étagère, il existe, il est vendu pour des maisons, on l'a simplement un petit peu adapté pour le contexte maritime, mais ça fonctionne très bien. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, une entreprise, si elle s'en donne la peine, est capable de réduire la pression qu'elle exerce sur l'environnement. Et ça, c'est absolument essentiel, puisque sinon, notre avenir n'a absolument aucun sens. Mais elle en est capable parce que elle est potentiellement incitée à le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Grain de Sel le fait parce que c'est dans son modèle, c'est dans sa raison d'être? Aujourd'hui, si les entreprises ne sont pas forcément incitées à le faire. C'est une notion de conviction personnelle. Quand on regarde les choses de manière un peu factuelle, on voit bien que la planète est en grand danger. Donc, le temps des grands discours est terminé. L'objectif aujourd'hui, il est d'agir de manière concrète. On a quand même une chance, il faut quand même le dire, chez Grain de Sel, c'est qu'on est parti d'une feuille blanche. On est parti de zéro. Et du coup, ça nous a permis d'emblée de construire un modèle global qui était très cohérent et qui nous a permis de petit à petit mettre tout ça en place. Effectivement, si à l'inverse, on avait racheté, je ne sais pas, une chocolaterie par exemple, et qu'on avait dû modifier son modèle de base pour rentrer un peu dans nos souhaits d'adaptation, ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué, effectivement. Donc paradoxalement, moi j'estime qu'on a eu la chance de partir de zéro pour pouvoir concevoir un modèle tel qu'on l'avait imaginé dans un cadre quasiment idéal, quoi. C'est bien de dire ça comme ça. C'est vrai que moi, je me demande là actuellement, est-ce que Grain de Sel, quand vous l'avez pensé et que vous l'imaginiez, c'était plutôt vu comme un rêve, ou est-ce que c'était plutôt un devoir, une responsabilité de le faire comme ça? C'était plutôt un devoir, une responsabilité, et c'est ce qui donnait tout le sens finalement à ce qu'on cherchait à développer. Pourquoi d'ailleurs on a voulu développer des tablettes de chocolat de 100 grammes, qui est un format hyper classique, ou des paquets de café moulus de 250 grammes et des paquets de café en grains de 500 grammes? C'est justement pour ne pas créer de nouveaux produits sur des produits. Nous, ce qu'on voulait, c'était plutôt créer du remplacement. C'est-à-dire que petit à petit, les consommateurs se disent, ben moi, plutôt que d'aller chercher ma tablette de 100 grammes ou mon paquet de café moulu de 250 grammes produit dans des conditions un petit peu douteuses, je vais m'acheter à la place un produit de chez Grain de Sel qui respecte beaucoup mieux
l'environnement en général. Et qui reste abordable. Et qui reste abordable. Ça, c'est effectivement le point clé sur un des critères sociaux qu'on a voulu d'emblée mettre en place, hein. C'était faire en sorte que même des produits de très bonne qualité, bio et transportés de manière décarbonée sur les matières premières, puissent rester quand même accessibles socialement. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est là où on s'était dit dès le début, si on prend l'exemple des tablettes, comment faire pour qu'une tablette Grand Sale soit vendue au maximum aux alentours de 3 euros TTC. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'est de se dire, il va falloir qu'on produise en volume. Et donc, d'avoir un outil de production adapté, d'avoir aussi des circuits de distribution adaptés, d'où le fait qu'on vend à la fois dans des épiceries et en grande distribution, ou dans des coopératives bio. Tout ça, c'est voulu. On essaye quelque part de démocratiser des produits qui ont beaucoup plus de sens au niveau de l'environnement que ce qu'on fait de manière plus standard. Et pour les démocratiser, il n'y a pas le choix, il faut que ça reste accessible financièrement, sinon ça ne marche pas. Et Grand Sale et toi aussi particulièrement, vous avez conscience de créer aussi un autre récit possible et donc de susciter du rêve aussi chez d'autres. Oui, parce que si on veut que on va dire l'humain, avec sa manière de raisonner, soit moteur dans ces évolutions nécessaires, il faut qu'il y ait un petit peu de plaisir dans tout ça. Une écologie qui serait uniquement une écologie un peu restrictive, 100% sous la contrainte, l'humain ne va pas adhérer et donc finalement personne ne va suivre. Donc on se rend compte, hélas, qu'à vouloir de temps en temps être un peu trop extrême dans cette volonté de résoudre le problème de manière très dirigiste, on va dire, finalement la population ne suit pas. Ou peut-être une fraction, on va dire, de personnes qui sont suffisamment extrêmes dans leur tête pour accepter ça. Et donc, on est obligé d'être un petit peu plus malin et d'essayer quand même de laisser du plaisir typiquement dans les produits. On aurait très bien pu, prenons le cas un petit peu extrême, se dire le café et le chocolat sont des produits qui viennent de loin, des matières premières qui viennent de loin, donc on arrête de consommer du café et du chocolat. Ok, hein, pourquoi pas? Ça pourrait être efficace. Mais qui adhérerait à ce genre de solution extrême, voilà, qui se priverait le matin de son petit café ou de son carré de chocolat. Donc c'est là où il faut être un petit peu plus malin, effectivement, et essayer de trouver des solutions qui permettent de conserver du plaisir dans la vie, tout simplement, le plaisir d'être sur Terre, hein, mais en le faisant de manière beaucoup plus respectueuse. Et c'est là où on en vient à cette nécessité de modifier d'autres manières aussi de consommer. Et je la résumerai même en 4 étapes que je trouve finalement assez limpides et qui sont une autre manière, on va dire, de mieux respecter les limites planétaires. Première étape, il faut absolument que chaque pays, à son échelle, relocalise tout ce qui est relocalisable. Et pourquoi? Parce que en 2, ça permet de transporter moins, transporter mieux. C'est assez logique. Et donc de ne transporter que ce qui doit vraiment être transporté, notamment, comme en tant que Français, faire venir d'excellents cafés verts et d'excellents cacao. Sauf qu'il faut le transporter mieux avec des navires bas carbone. Donc en 1, on relocalise, en 2, on transporte moins, on transporte mieux. En 3, les entreprises doivent apprendre à plutôt fabriquer des produits de bonne qualité, qui durent longtemps, qui sont réparables, qui sont même recyclables en finale, ou dans le domaine agroalimentaire, des produits de qualité au sens bio, c'est-à-dire des produits qui ne vont pas lentement mais sûrement détruire la biodiversité. Donc quelque part, ça revient à produire moins, produire mieux. Et en 4, le consommateur qu'on est tous, puisque faut quand même le rappeler, on nous appelle comme consommateurs. C'est-à-dire que à force de vouloir faire croître le PIB, on nous voit d'abord comme des consommateurs et plus que comme des humains, ce qui est quand même assez affligeant. Donc au fil des décennies, à force de vouloir faire augmenter le PIB à tout prix, finalement, cette croissance du PIB, qui est une croissance purement financière, s'est traduite par une décroissance environnementale majeure. Donc c'est là le 4e point devient essentiel, c'est pour le consommateur, il faut qu'on apprenne absolument à consommer moins et consommer mieux. Et qui dit consommer moins et consommer mieux, dit finalement tout simplement privilégier la qualité à la quantité. Puisqu'au fil des décennies, c'est plutôt la notion de quantité qui nous a mis à l'envers. À vouloir, par exemple, s'acheter 10 t-shirts faits dans des pays à bas coût pour à peu près 50 €, alors qu'on pourrait très bien s'acheter 2 t-shirts faits plus localement à 50 € également, mais de bien meilleure qualité, qui fait qu'au final, le service rendu par les t-shirts de bonne qualité, qui vont durer des années, sera largement équivalent aux 10 t-shirts qu'on aura achetés à bas coût,
et qui, au bout de 3-4 lavages, seront totalement cuits. Et je suis persuadé que le plaisir qu'on a à acheter 10 t-shirts fait un petit peu n'importe comment sera largement aussi bon sur 2 t-shirts de très bonne qualité. Et c'est là finalement un petit peu toute la clé, puisque c'est le consommateur qui au final donne le là un peu. C'est le consommateur qui va pouvoir finalement forcer toute la chaîne de valeur que j'ai citée tout à l'heure. Donc la chaîne de valeur, si on remonte d'un cran, c'est la production, avant c'est le transport, et puis avant c'est cette volonté de relocaliser. C'est le consommateur qui devrait petit à petit, en modifiant ses habitudes d'achat, en privilégiant la qualité à la quantité, finalement inciter les industriels, les transporteurs et les gouvernements à finalement faire évoluer notre manière de fabriquer et notre manière de consommer. Donc là, on se trouve dans la chocolaterie à Morlaix. Tout à l'heure, on est passé dans la boutique. On s'est aperçu qu'il y avait aussi, au-delà de l'aspect vente de chocolat, toute une dimension de communication et d'interaction avec le public pour venir participer à des ateliers, visiter l'usine. Donc, on sent qu'il y a vraiment un message derrière Grand Sale. Est-ce que toi, tu as espoir que les choses changent à grande échelle et qu'on réussisse à faire cette transition dans nos têtes, d'une certaine manière? C'est tout ce qu'on espère, puisque finalement, Grand Sale est conçu comme un message. On veut que Grand Sale véhicule ce message consistant à dire qu'il est possible aujourd'hui de faire autrement, sans qu'il y ait forcément besoin d'une révolution technologique. Je voudrais quand même rappeler que c'est aussi un petit peu la technologie qui nous habite dedans. Un engrais chimique est une technologie. Donc la technologie n'a pas que des avantages, elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Et donc rappeler qu'aujourd'hui, toute société a quand même à peu près toutes les cartes en main pour évoluer de manière réelle et réduire la pression qu'elle exerce sur l'environnement. Il n'y a rien de magique en fait dans ce qu'on a fait. C'est juste des règles, des adaptations, des fonctionnements qui, mis les uns à côté des autres, finissent par générer une entreprise plus vertueuse. Et c'est ce qu'on a voulu au niveau de la vente directe, essayer d'expliquer. Aller au-delà de l'acte d'achat et expliquer pourquoi on a fait Grand Sale et montrer surtout que ça fonctionne. Qu'on est dans le monde réel, qu'on est une entreprise qui cherche en permanence l'équilibre entre les contraintes environnementales, les contraintes sociales et la nécessaire rentabilité évidemment de l'entreprise. Parce qu'il faut quand même le rappeler, une entreprise qui n'est pas rentable n'est par nature pas durable. Donc ça, c'est évidemment essentiel de générer de la marge, de générer de l'EBITDA, comme on dit dans le monde de la finance. L'EBITDA n'est pas du tout un gros mot. L'EBITDA, c'est ce qui permet à une entreprise de vivre et d'être pérenne. Donc, il faut trouver cet équilibre. C'est peut-être d'ailleurs le mot qui résume tout. C'est pour être un peu plus compatible avec notre petite et fragile planète, il faut être en permanence dans cette notion d'équilibre. L'équilibre entre le plaisir de vivre sur Terre et l'équilibre visant à ne pas justement trop dézinguer l'environnement, comme on l'a fait quand même depuis maintenant pas mal de décennies. Donc tu es créateur d'entreprise, dirigeant d'entreprise, tu es aussi très implanté localement. J'ai aussi l'impression que depuis que Sailcop, oui, c'est une autre entreprise, mais Grand Sail, qu'on connaît très bien, que vous connaissez aussi, on pourra peut-être en parler après. Depuis que ça commence à se faire connaître aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais. Oui. Toi personnellement, comment tu envisages tout ça de front? Comment tu aussi un équilibre dans ta vie entre l'entreprise? Est-ce que tu partages encore entre vie pro, vie perso, ou est-ce que c'est une frontière un peu plus poreuse? Alors, au début, ça a été assez compliqué pendant pas mal d'années où il faut pas se leurrer quand on monte une entreprise, c'est quelque chose de très difficile, qui demande énormément d'efforts et qui demande effectivement de temps en temps de sacrifier des week-ends, voire des bouts de vacances. Sauf que le monde professionnel n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon, évidemment. Et l'organisation de l'entreprise, telle qu'on l'a petit à petit conçue, est pour le coup une organisation relativement classique et qui vise à justement avoir des responsables, chacun dans leur domaine, et qui ont petit à petit fini quand même par me soulager dans mes propres actions. Au début, on était 3, donc on fait quasiment tout au début. Et petit à petit, on délègue différents sujets, on délègue le marketing, on délègue la production, on délègue les achats, on délègue le sujet RH, etc., etc. Et on finit du coup par retrouver un planning un peu plus normal. Et c'est essentiel.
on n'est pas sur Terre pour travailler H24 parce que déjà c'est pas possible, hein, et que oui, ça enlèverait le sens un petit peu à sa propre vie, quoi. Moi, j'espère petit à petit pouvoir aussi prendre des vacances comme tout le monde. Mes week-ends maintenant sont des week-ends à peu près classiques. J'en profite bien aussi parce que c'est ça la vie, quoi. Mais au début, franchement, faut pas se leurrer, hein. C'est quand on monte une boîte au début, faut s'attendre à y passer des heures. Et ça, je peux le confirmer. Ça a bien été le cas. Mais l'organisation, petit à petit, fait son job. Heureusement. Ok. Est-ce que toi, tu as un goût à l'origine pour le fait de naviguer et quel rapport tu as aujourd'hui Alors, par rapport à ça? naviguer, finalement, pas plus que ça. J'ai toujours été en bord de mer, hein. Donc ça, évidemment, j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau. J'ai passé même du temps, j'ai fait beaucoup de plongée en fait, hein. J'étais moniteur de plongée dans un club, le club Épave d'ailleurs, qui est en baie de Saint-Brieuc, qui est un excellent club. Et donc j'avais l'habitude de passer du temps en mer. Donc bon, il se fait qu'après, naturellement, quand Olivier, mon frère, m'a proposé justement d'intégrer les activités offshore, même si j'avais jamais vraiment travaillé dans le monde de l'offshore, j'étais quand même relativement à l'aise avec ces concepts-là. Et avec cette grosse habitude de développement, de pilotage de projet, beh, finalement, ça s'est bien passé, quoi. Donc, c'est pour ça que je le disais au tout début, mon parcours professionnel est franchement assez étonnant. C'est une grosse partie de zigzag, mais qui au final m'ont conduit, en rajoutant les expériences les unes sur les autres, à finalement capitaliser du savoir-faire dans différents domaines et finir par contribuer à développer Grand Sail. En fait, j'ai une formation à l'origine qui est plutôt dédiée à la physique des matériaux et à l'innovation industrielle. J'avais fait un master à l'époque sur ce Angers, sujet-là, on a cru voir. à Angers, À Angers, ouais. exactement. Ouais. À Belle-Meille, précisément. Ok. J'ai de très bons souvenirs là-bas. Mais en tout cas, ça m'a donné une culture scientifique et du coup une manière de regarder les phénomènes physiques de manière factuelle et du coup essayer de trouver des solutions factuelles et de sortir des grands discours, mais à vraiment essayer de regarder concrètement comment on est capable d'adresser tout ça, quoi. Et cette philosophie, finalement, marche très bien, puisque ça évite de partir dans des grands blablas. On fait. Nous, on est des faiseurs. On est là pour montrer concrètement que c'est possible. Et est-ce que tu n'as pas ressenti des tensions internes entre cette notion de rentabilité, d'optimisation, d'industrialisation? Comment est-ce que tu as réussi à trouver ta place dans cette entreprise avec Grand Sail suite à un cursus comme ça? Mais justement, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Si on va dans la zone de production en bas, on y verra une ligne ultra moderne qui produit des tablettes. On y verra même un robot, en final, qui gère notamment l'insertion des tablettes dans les enveloppes, 6 par 6 quand même. Il faut savoir que quand on produit, là comme nous, cette année, environ 380 tonnes de chocolat, donc ça représente 3 800 000 tablettes, hein, on ne fait plus ça à la main. C'est humainement totalement impossible de faire des gestes aussi répétitifs tout au long de l'année. Donc on en vient petit à petit à automatiser la production et à du coup avoir des personnels, donc des chocolatiers ou des techniciens, qui sont plutôt là pour surveiller la ligne et vérifier la qualité du chocolat, donc adapter les paramètres. Par exemple, quand on produit une tablette au lait, les paramètres de la machine de moulage ne sont pas les mêmes que si on moule une tablette au chocolat noir. Donc il y a toujours une intervention humaine, mais une intervention qui est beaucoup plus noble finalement. Et c'est là où même sur le plan social, quelque part, on fournit un travail qui est plus intéressant que de faire toujours les mêmes gestes au fil de la journée. Et aussi, on se posait la question par rapport à la réaction de ton cercle proche, de ton entourage, quand avec ton frère, vous avez annoncé vous embarquer dans un projet aussi audacieux. Mais enfin, moi-même, quand je me suis vraiment attelé au sujet, j'étais pas certain que ça allait fonctionner, puisque au début, on a toujours un énorme doute, hein. Et j'avais d'ailleurs dit à Olivier, bon, moi je m'y mets et on refera le point dans 6 mois. Et dans 6 mois, bah, on fera un espèce de go-no-go finalement. Soit on continue, soit on jette l'éponge. Et au fil des mois, j'ai clairement perçu qu'on avait quand même une capacité à faire une très belle chose. Et au bout de 6 mois, la réponse, elle était évidente. Évidemment qu'on allait continuer. Et heureusement, oui. Parce que bah, petit à petit, les planètes se sont un petit peu alignées. On a aussi fini par mieux comprendre le potentiel même du projet.
Et on s'est rendu compte qu'à vouloir bien faire les choses, ça générait un cercle vertueux extrêmement puissant. À la fois sur la perception produit vue de l'extérieur, on a des clients qui, petit à petit, en consommant nos tablettes de chocolat et nos cafés, ont vite pris conscience qu'ils consommaient plus qu'un produit, quoi. Ils consommaient aussi l'aventure maritime, ils consommaient tous les avantages environnementaux, sociaux, et du coup, ça a créé une espèce de marque un peu multidimension, qui avait une force incroyable, et qui en a toujours d'ailleurs, et qui nous a facilité donc les ventes, mais qui nous facilite aussi les recrutements, qui nous facilite finalement énormément de choses au quotidien. Aussi les liens avec les fournisseurs. Et les liens avec les fournisseurs, c'est-à-dire tout le monde embarque un petit peu dans l'entreprise Grain de Sail parce que tout le monde souhaite embarquer dans l'aventure, quoi. Et on le dit, c'est une aventure. Et c'est une aventure, moi je le dis très clairement, avec ses aspects positifs et négatifs, hein. Là, je suis un peu le malin, mais de temps en temps, c'est sport, hein. C'est une aventure au sens strict. Mais c'est une très belle aventure qui est extrêmement enthousiasmante et qui, du coup, oui, finalement, nous facilite quand même un peu le boulot, quoi. Comme quoi, vouloir bien faire les choses, et ben finalement, c'est pas une contrainte. Et c'est ce que j'essaye aussi de communiquer régulièrement aux entreprises. Je leur dis, mais allez-y, prenez la théorie du donut et prenez les points un par un et essayez de les adresser. Ça vous donne une espèce de roadmap qui est juste hyper claire. Et essayez d'agir sur chacun de ces points et vous verrez petit à petit que déjà, c'est pas si compliqué que ça et que ça va justement générer un cercle vertueux également dans votre propre entreprise. Donc, vouloir bien faire les choses, c'est positif, mais de manière majeure, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi à ce que tous les acteurs mis en jeu dans la chaîne de valeur de Grain de Sail soient en accord avec les propres valeurs de Grain de Sail? Alors, pas encore à 100%, puisque prenons le cas du bilan carbone. Grain de Sail a réalisé, c'est en cours, hein, à nouveau, mais on est en train de faire notre bilan carbone. Alors, le bilan carbone, pour ceux qui ne le connaissent pas, il se divise en 3 scopes. Il y a scope 1, scope 2 et scope 3. Et le scope 3 notamment, c'est le scope en fait de tout ce qui est externe à l'entreprise. En clair, c'est le bilan carbone en résumant, de notre chaîne de sous-traitance. Alors, le bilan carbone de Grain de Sail sur le scope 1 et le scope 2, il est plutôt bon. Mais sauf qu'on se fait totalement ratatiner sur le scope 3, et logique, puisque le scope 3, on ne peut pas agir. Moi, je ne sais pas dire à mes sous-traitants du jour au lendemain, optimisez votre bilan carbone. Donc c'est là on voit qu'il y a une nécessité qu'il y ait vraiment ce mouvement d'ensemble. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien, moi, communiquer sur ce qu'on fait, puisque l'idée, c'est comme que ça donne envie au reste des entreprises de faire également plein d'efforts, à la fois au niveau du bilan carbone, à la fois au niveau de la biodiversité, etc. Puisque si c'est que Grain de Sail qui le fait, on voit très vite qu'on est limité. Donc, il faut qu'il y ait ce mouvement, cette prise de conscience collective, que les choses sont surtout faisables. On n'est plus du tout dans l'utopie aujourd'hui. C'est ce que Grain de Sail cherche à prouver, hein, c'est que concrètement, ça fonctionne. Donc, si Grain de Sail peut le faire, les autres entreprises doivent également pouvoir le faire. Et c'est pour ça que le deuxième navire, 50 mètres, qui va arriver, va être opérationnel en fin d'année, dans Grain de Sail 2. C'est un navire qui est aussi destiné à transporter pour d'autres. Donc, on a ouvert nos cales, comme on dit, à des transporteurs, des chargeurs externes, et même des freight forwarders, hein, de manière à pouvoir transporter des marchandises entre l'Europe et les États-Unis, dans les deux sens, avec un bilan carbone qui est divisé par 10, quoi. C'est 90% minimum d'économie carbone sur un navire de type Grain de Sail 2. Et avec une capacité d'emport de 350 tonnes, 240 palettes US ou 294 palettes Europe, c'est pas rien, quoi. On est sur un vrai navire qui est capable d'emporter beaucoup de marchandises et qui est un pur voilier, extrêmement efficace, très bien isolé, avec une production, même pour l'énergie du bord, qui est renouvelable, avec un poêle à granulés pour le chauffage, une VMC double flux comme on en trouve dans les meilleures maisons passives, une qualité d'isolation en cale qui est juste exceptionnelle. Et voilà, ça fait un objet qui est extrêmement efficace sur son bilan carbone global et sur son influence sur l'environnement. Un voilier, c'est silencieux. Donc indirectement, la biodiversité marine se porte beaucoup mieux avec un navire à voile qu'avec un navire à moteur qui fait du bruit. Donc on voit qu'il n'y a pas que le bilan carbone, hein. On va également bien au-delà naturellement. Les marins de Grain de Sail doivent juste être parfaitement heureux de naviguer pour vous.
Ouais, c'est une autre philosophie pour des marins de commerce qui sont habituellement sur des cargos, effectivement, énergie fossile. Là, on leur demande de naviguer sur un navire qui reste un voilier avant tout, hein, ça reste un pur voilier. Quand on dit pur voilier, c'est que 90% du temps, les moteurs sont coupés. On n'est qu'à la voile. Et ça donne aussi une autre dimension sur l'éloge de la lenteur, mais qui est finalement toute relative, puisque si on raisonne sur un navire de type Grand Sail 2, les chargeurs nous posent toujours la même question. Vous mettez combien de jours en plus pour arriver de l'autre côté? Et la réponse est toujours la même, on met entre -5 et -10 jours pour arriver de l'autre côté. Et là, le temps que le raisonnement fasse son chemin, dit, ah donc vous êtes plus rapide? Eh bien oui, on est plus rapide. On est plus rapide pourquoi? Parce que le navire, évidemment, est efficace, hein, donc c'est une coque qui a été designée pour aller vite, avec un gréement de grande dimension, mais c'est aussi parce qu'on ne fait pas de phase d'empotage en conteneur, hein, parce que c'est le navire, le conteneur, en fait. On n'embarque pas des conteneurs, on embarque de la palette. Et du coup, le temps d'empotage au départ et le temps de dépotage à l'arrivée est supprimé. On n'a pas non plus de temps de stand-by devant le port en attente de déchargement, puisqu'on on accède à des ports secondaires qui sont disponibles. Et donc tout ça mis bout à bout fait qu'au final, on va gratter 5 à 10 jours en fait sur le délai de transit. Donc là, depuis quelques années, et puis peut-être même particulièrement depuis 2020 à peu près, on a l'impression qu'il y a une tendance au retour à la voile avec des entreprises comme Sailcoop Oui. Pour le transport de personnes, Tote aussi Oui. qui commence à se lancer Oui, oui. pour le transport de personnes. Qu'est-ce que ça dit, cette tendance actuelle, finalement, d'un retour à la voile et qu'est-ce que ça peut provoquer? Est-ce que demain, on peut avoir une vague entière d'entreprises qui se lancent dans la voile? Est-ce que c'est souhaitable d'avoir plein d'entreprises qui se lancent à construire des voiliers exprès pour leur activité? Alors c'est tout à fait souhaitable, et c'est d'ailleurs ce que Grand Sail va chercher à faire depuis le début. On espère évidemment qu'on ne sera jamais les seuls à faire ça, sinon ça veut dire que le match aura été loupé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a finalement pas trouvé mieux que des mâts et des voiles pour pousser un navire efficacement avec un bilan carbone très optimisé. La seule limite, hélas, c'est que la taille des navires devient un facteur limitant. Au-delà justement de 50 mètres, il se fait qu'on n'est pas capable de faire des gréements qui sont aussi grands que ce que nécessiterait la coque de navire pour pouvoir optimiser le bilan carbone. Donc pour nous, on estime qu'aujourd'hui, les navires Grand Sail, évidemment, ont vraiment été conçus avec ce double objectif d'efficacité logistique, donc en vitesse, hein, et en efficacité carbone, mais du coup, on est limité à 52 mètres. Quand on commence à faire des navires plus grands, l'efficacité carbone se réduit, mais bon, c'est pas grave. Il y aura, à mon avis, à l'avenir, un marché pour des navires de plutôt grande dimension et avec une économie carbone, on va dire un peu moyenne, entre 10, 20, 30%, peut-être 50, 60% pour des navires de taille, on va dire, raisonnable, et des navires un peu plus extrêmes, comme le nôtre, donc des navires de type Grand Sail 2, qui sont des navires qui ont d'abord été pensés pour l'économie carbone, moins 90% minimum, hein, donc c'est là, on tue quasiment le bilan carbone, et c'est un souhait, mais qui sont du coup d'une taille volontairement limitée. Et il se fait qu'aujourd'hui, naviguer aujourd'hui à la voile n'a finalement plus rien à voir avec la navigation à la voile qui se pratiquait il y a un siècle. Il y a 2 facteurs principaux. Le premier, c'est la technologie des navires qui, évidemment, a beaucoup évolué. Même le design, l'informatique a aidé, évidemment, à faire des carènes qui sont extrêmement efficaces, hein. Les tissus, le dacron, tous les bouts en fait qu'on trouve sur les bateaux aujourd'hui viennent notamment de la course au large. Donc la course au large a énormément contribué à l'évolution technologique. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le routage. Le routage qui n'existait pas du tout il y a un siècle, hein, puisque le routage consiste à utiliser les données satellites pour utiliser du coup la prévision météo à 7 jours notamment, et faire du coup des modèles de progression sur le plan d'eau qui permettent de bénéficier des meilleures conditions sur les structures météo qu'on va rencontrer. Et à l'époque, le routage n'existait pas. C'était, on mettait le doigt en l'air et puis on regardait d'où venait le vent et on croisait les doigts pour pouvoir bénéficier des meilleures conditions possibles. Alors qu'aujourd'hui, le routage génère une efficacité majeure sur le fait d'aller le plus rapidement possible de l'autre côté, tout en évitant des zones qui seraient trop dures, donc avec des météos océaniques un peu trop costauds, ou à l'inverse, des zones où il n'y aura pas de vent. Et donc, naviguer aujourd'hui à la voile n'a finalement plus rien à voir en termes d'efficacité avec ce qui se passait il y a un siècle. C'est ça la clé.
Je pense que dans les 2 projets entrepreneuriaux que tu as menés, dont le dernier, Grand Sale, c'était jamais un projet individuel, ça a toujours été aussi une dimension collective. Ouais. Est-ce que tu sais aujourd'hui, ou tu pourrais nous parler d'une rencontre qui, toi, t'a vraiment marqué et qui a pu impulser quelque chose, chez toi? Alors, ce serait plusieurs rencontres, dont les fameux spécialistes qui, au début, nous ont permis de monter Grand Sale, et notamment alors un chocolatier qui s'appelle Michel Vessier, qui à l'époque produisait des chocolats en Asie et qui était quelqu'un d'absolument charmant. Et c'est grâce à Michel Vessier que petit à petit on a pu bâtir nos premières recettes en fait de chocolat. Et c'est quelqu'un que j'ai pas revu d'ailleurs depuis des années. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais ça a été une personne qui a été assez décisive sur la mise en place en fait de nos fondamentaux de chocolatier qu'on n'était pas du tout justement. On cherchait à apprendre. Et c'est grâce notamment à Michel, évidemment, qu'on y est arrivé. Et puis par la suite, bah, c'est l'équipe Grand Sale. Évidemment, tout ça, c'est un travail d'équipe. On a, je pense, une bonne qualité chez nous, c'est qu'on sait bien recruter. Et c'est vrai que Grand Sale attire les talents, donc on sait détecter les talents et les recruter. Et c'est grâce à justement toutes ces qualités assez exceptionnelles en fait de l'équipe Grand Sale qu'on réussit aujourd'hui à faire des choses exceptionnelles pour le coup, tant du côté maritime que du côté agroalimentaire. Donc moi j'essaye juste d'être un peu le chef d'orchestre, alors sur la finance aussi, puisque la finance reste un peu au centre du jeu quand même dans tout ça. Mais j'aime bien déléguer, j'aime bien que les responsables soient vraiment responsables de ce qu'ils font et qu'on fasse surtout travailler les cervelles en réseau. Donc cette notion d'intelligence collective chez Grand Sale est extrêmement présente. Et on essaye aussi de travailler sérieusement, sans se prendre au sérieux. C'est aussi notre credo. On aime bien plaisanter, on aime bien travailler dans la bonne humeur parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au boulot. Donc, quitte à travailler, autant le faire de manière sympathique, hein. Et c'est ce qu'on essaye tous de faire un peu collectivement. Que cette aventure entrepreneuriale soit aussi agréable en fait pour tous les salariés Grand Sale, hein. Mais elle l'est un peu par nature, hein. Le sujet, franchement, nous fait marrer, hein. On l'a fait pour ça, hein. On se demande à quel est le futur que tu envisages pour Grand Sale en termes d'échelle. Est-ce que tu vois plutôt une entreprise qui va essayer de croître pour avoir l'impact le plus large possible, ou au contraire garder quelque chose de plus pilotable à taille humaine? J'aime bien quand même que la croissance reste raisonnable. On est toujours aujourd'hui dans cette nécessité d'être un peu plus raisonnable avec la pression qu'on exerce sur la planète, hein. Et donc même en termes d'échelle, Grand Sale doit rester raisonnable sur son développement. J'imaginerais à terme avoir peut-être entre 5 et 10 navires, toujours privilégier la qualité produit. Et ça, c'est absolument essentiel, hein, puisque Grand Sale a réussi surtout par la qualité de ses chocolats et la qualité de ses cafés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les ventes se déroulent bien. Donc oui, on ne vise pas le gigantisme, hein. On vise de respecter le modèle qu'on a mis en place jusqu'ici. Et effectivement, ce genre de modèle ne serait probablement pas compatible avec une entreprise colossale, quoi. Donc il faut savoir rester raisonnable, garder ces critères sociaux, environnementaux et de qualité au centre du jeu. Et pour ça, il ne faut pas exploser, effectivement. On sent que tu es aussi très engagé et que tous ces sujets ont vraiment une importance majeure pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, ton moyen d'engagement, c'est d'avoir monté cette boîte Grand Sale et de t'engager dedans. Est-ce que tu vois d'autres manières de s'engager? Est-ce que tu voudrais avoir une autre forme d'engagement? Ouais, le deuxième engagement, c'est ce que je rappelais sur le quatrième point tout à l'heure, c'est l'engagement en tant que consommateur, puisqu'on est tous consommateurs, hein. Et je pense que c'est le consommateur qui a les clés en main finalement. Si on apprend tous collectivement à consommer moins, consommer mieux, donc toujours privilégier cette notion de qualité à la quantité, ça peut avoir un effet absolument majeur en fait sur la planète en général. Et donc le Donc consommateur aussi en tant que citoyen, est-ce qu'un en tant que engagement citoyen. politique peut être aussi quelque chose d'utile aujourd'hui pour faire valoir ces idées-là? Ou c'est quelque chose chacun dans son domaine Pourquoi pas, mais je m'estime plus utile en faisant les choses au travers d'une entreprise qu'en le faisant au travers du jeu politique. Et justement, moi, ce qui me déçoit un peu souvent, c'est le terme jeu d'ailleurs, hein, que j'utilise. C'est la politique politicienne qui, pour moi, est souvent assez peu efficace.
Donc moi, à mon échelle, en tout cas, je me juge plus efficace en développant de l'entreprise et donc des produits. Je me juge plus impactant, on va dire, en faisant ça qu'en le faisant au travers d'une stratégie plus politique. Et donc j'espère quelque part que le projet Grand Sail incitera les politiques à se dire oui, c'est possible. Non, il n'est pas absolument nécessaire de tout miser sur la croissance du PIB pour assurer l'avenir économique du pays. Je pense que justement, alors moi j'appelle pas ça forcément de la décroissance, j'appelle plutôt ça une phase de post-croissance qui consiste à justement privilégier la notion de qualité à la notion de quantité. Je suis persuadé qu'une économie peut tout à fait rester soutenable avec ces nouvelles approches. La décroissance qui est souvent agitée comme un chiffon rouge, je pense que ça l'est justement agité de cette manière pour surtout ne rien changer. Or, on a nécessité de changer. Aujourd'hui, c'est d'une évidence absolue, quoi. Donc, changeons les choses. Il ne s'agit pas de casser la machine, hein. Il s'agit de l'adapter rapidement. Et je pense que pour l'adapter rapidement, il n'y a pas mieux que le consommateur. C'est lui qui, à un moment donné, va forcer les entreprises à fonctionner mieux. Arrêtons d'acheter des vêtements en permanence, fabriqués dans des conditions totalement déplorables, à la fois au niveau social et environnemental. Quel est le sens de tout ça, de s'acheter des fringues qu'on va remettre à la benne 2-3 semaines plus tard? Ça n'a aucun sens, en fait. Donc, il faut juste prendre conscience de ça. Et oui, centrer la qualité. La qualité, la qualité, il n'y a que ça de vrai. Et une fois de plus, le fameux syndrome de la pince à linge, je suis sûr que c'est arrivé à tout le monde de se retrouver avec une pince à linge qui vous reste dans les mains parce que c'est une pince à linge de mauvaise qualité, qui du coup finit à la poubelle. C'est un peu comme si vous aviez acheté un déchet. Donc on l'a peut-être pas acheté cher, mais on vous a quand même fait acheter un déchet. Ce qui est quand même une arnaque fondamentalement. Et ben non, il faut apprendre à acheter des pinces à linge qui effectivement coûtent un peu plus cher, mais qui peuvent durer toute une vie. Et un objet qui dure toute une vie a une empreinte environnementale qui est extraordinairement plus basse qu'une épingle à linge qu'on jette au bout de quelques semaines. Et aujourd'hui, donc je suppose quand même un soutien du consommateur pour l'entreprise Grand Sale qui a une bonne image de marque. Est-ce que tu ressens aujourd'hui un soutien au niveau local, plutôt des collectivités ou même de l'État ou de certaines associations? Ah oui, très clairement. D'ailleurs, si on est venu sur Morlaix, c'est aussi grâce à Morlaix Communauté, par exemple, qui est l'agglomération de Morlaix, qui nous a aidés concrètement et même financièrement de temps en temps, à son échelle, hein, évidemment, mais ils l'ont fait évidemment de bonne grâce, hein. La région Bretagne nous a aussi aidés et l'État également. En France, j'entends souvent des critiques sur la difficulté à monter les entreprises en France. Moi, je suis pas trop d'accord. La France, c'est pour démarrer une entreprise, c'est un pays plutôt extraordinaire. On bénéficie quand même de beaucoup de soutien. Il y a énormément de structures qui sont là pour vous aider. Franchement, ça marche, quoi. Et puis après tout, payer les impôts, quand on paye des impôts, c'est qu'on a fait des bénéfices. Et que c'est un moyen de contribuer justement à une certaine équité sociale également. Donc non, non, je trouve que la France est un excellent territoire, la Bretagne aussi, hein, au passage, quand même, il faut le rappeler. Alors moi, je suis breton d'origine, donc voilà, mais la Bretagne est un excellent terreau, on va dire, pour lancer des boîtes. Alors, il y a Oscar Wilde qui disait « Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. » Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as déjà ressenti ces deux états? Enfin, je suis assez d'accord avec la phrase, hein, forcément. Exister, ça signifierait vivre de manière assez passive, finalement, et puis attendre que la mort arrive, hein. On serait quasiment là, alors qu'on ne l'a pas voulu, et on fait un petit peu comme on peut, et on attend l'échéance. Je pense que la vie, évidemment, c'est autre chose, c'est bien au-dessus de tout ça. On doit essayer de vivre en bonne intelligence avec cette petite planète fragile, et puis essayer de vivre aussi en bonne intelligence avec ses prochains, quoi. Et là, il y a le contexte social reprend évidemment toute sa dimension. L'équité sociale, c'est une manière de favoriser une vie un peu plus harmonieuse pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'ici, moi, j'essaye que les salaires les plus faibles ne soient pas justement faibles au point que travailler devienne une contrainte et un non-sens. Quand on essaye sur
Typiquement, les personnes qui nous aident à produire les chocolats, à ce qu'ils soient à minima payés à 18% au-dessus du SMIC, c'est pour que déjà, dans leur vie courante, ils se retrouvent pas au 15 ou 20 du mois à se dire comment je vais faire pour payer mon loyer et m'acheter à manger, alors que je travaille à temps plein. Ce qui pourrait arriver si on était au SMIC. Et là, ça devient un non-sens absolu. Donc, pour apprécier la vie, il faut être payé de manière décente. Et pour s'intéresser à des problèmes environnementaux, il faut, dans la pyramide de Maslow, avoir un petit peu passé l'étape de se dire comment je fais pour manger et comment je fais pour avoir un toit au-dessus de la tête. Hein. Des personnes qui n'ont pas justement passé ces 2 premières étapes n'en ont absolument rien à faire des contraintes environnementales. Et on peut le comprendre. Donc apprécier la vie, ça nécessite quand même d'avoir un minimum de moyens, tout simplement. Et la vie est très belle, mais à condition effectivement qu'on ne soit pas payé au lance-pierre, hein, qu'on travaille pour un projet qui a un petit peu de sens et qu'on ait du temps de profiter de ses week-ends et de ses vacances. Si les rêveurs de l'Atlas devaient demain rencontrer une nouvelle personne, qui nous conseillerais-tu? Ben, je vous conseillerais des projets qui vont chercher à faire un petit peu ce que nous on a déjà lancé, comme Neoline hein, par exemple, qui est une entreprise nantaise qui fabrique qui est en train de fabriquer un cargo, alors beaucoup plus grand que le nôtre, qui va également faire du transatlantique, hein, un cargo de 136 mètres si j'ai bonne mémoire. Hein. Ou l'entreprise Zéphyr et Boré qui vient de terminer un cargo pour Ariane Espace, hein, qui est assisté par des ailes rigides, également extrêmement efficaces. Bon, là, l'économie est moindre, mais le navire est très grand, hein, donc c'est une économie d'environ 20 à 30%. Et voilà, c'est l'émergence d'une filière du transport maritime optimisée, en tout cas, qui est en train de naître à l'échelle du pays, et notamment à l'échelle du Grand Ouest, qui est une région bien particulière, finalement, même à l'échelle mondiale. Hein. Le Grand Ouest de la France concentre aujourd'hui à la fois les bureaux d'études de design maritime, les chantiers navals, les shipyards, qui sont extrêmement performants, et puis en même temps les fournisseurs d'accastillage et les spécialistes de la course au large. Et en fait, tout ça mis bout à bout, c'est pas par hasard, en fait, si Grand Sail a pu se développer grâce à ce tissu de savoir-faire du très Grand Ouest, hein, c'est justement parce que le savoir-faire, il est là. Et que là, pour le coup, la France a un rôle majeur à jouer, même à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le premier navire moderne cargo bas carbone qui est né, c'est le navire Grand Sail. C'est un navire iconique, hein, celui-là, on s'en rend pas compte, mais ce petit navire de 24 mètres est le premier navire moderne cargo au monde, qui a été donc construit et qui est opérationnel. Les navires précédents, c'était forcément des vieux gréments. Donc on voit qu'on est passé en l'espace d'un siècle, on a mis un siècle, on va dire, à passer de navires en bois à des navires modernes, technologie d'aujourd'hui. Et grâce finalement au savoir-faire des entreprises françaises et notamment du Grand Ouest. On approche de la fin de notre échange. Pour finir, si tu avais un rêve pour le long terme, quel serait-il ? Qu'on ait justement réussi à vivre un petit peu plus en paix avec l'environnement et le tout avec une équité sociale suffisante pour que chaque être humain sur Terre se sente bien dans ses baskets et dans un environnement beaucoup moins pollué, beaucoup plus accueillant finalement que ce qu'on est en train de générer petit à petit à force de vouloir envoyer le PIB au 7e ciel. Oui, j'aimerais bien qu'enfin on vive de manière plus paisible avec notre petite planète bleue. Merci beaucoup Jacques pour cet échange. Merci et au plaisir de se revoir à une prochaine occasion. Merci Jacques. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.